Elle s'est réveillée dans l'eau salée, et le premier son était le silence. Pas le silence du repos, le silence de l'absence. Le silence après quelque chose qui était si grand que le calme qu'il avait laissé derrière lui avait une qualité physique, un poids, une pression sur les oreilles comme plongée trop profond. Elle était dans la cabine. La cabine était à moitié remplie d'eau. Son visage saignait. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle était inconsciente, seulement que c'était assez longtemps pour que le monde se soit complètement transformé, que tout ce qu'elle connaissait et reconnaissait se soit changé en autre chose pendant qu'elle était partie. Elle a crié son nom. L'eau n'a pas répondu. Elle l'a crié à nouveau, plus fort, et plus fort encore. Le genre de cri qui vient d'un autre endroit que les poumons, d'un endroit structural profond qui ne peut pas être entraîné et ne peut pas être contrôlé, qui existe seulement quand le corps comprend qu'il manque quelque chose d'essentiel. Le cri a rempli la cabine détruite et est passé à travers ce qui était autrefois un toit et est sorti dans l'air silencieux au-dessus de l'océan Pacifique. Et l'océan Pacifique ne lui a rien rendu du tout. C'est The Human Limit, je suis votre présentateur. Si vous respectez la force indestructible de l'esprit humain, si vous croyez que ce qui est en nous est plus fort que tout ce qui agit sur nous de l'extérieur, abonnez-vous à cette chaîne maintenant et mettez un like. Parce que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui parle de 41 jours sur un voilier détruit au milieu de l'océan Pacifique. C'est l'histoire d'une femme qui s'est réveillée seule, qui a navigué seule, qui a souffert seule et qui a décidé seule de ne pas mourir. Et c'est l'histoire la plus honnête sur la perte et la volonté de survivre que je connaisse. Elle et son fiancé planifiaient la traversée du Pacifique depuis des mois. C'est important à comprendre. Ce n'était pas une décision impulsive de deux personnes qui sous-estimaient la mer. Tous deux étaient des marins expérimentés. Il avait fait des traversées océaniques. Elle avait parcouru des milliers de milles en mer. Le voilier, 14 mètres, était bien équipé, bien entretenu et manœuvré par deux personnes qui savaient ce qu'elles faisaient. Ils ont pris la mer avec la confiance spécifique que donne la vraie expérience. Pas la confiance naïve du débutant qui ne connaît pas les risques, mais la confiance calme de quelqu'un qui les connaît et s'y est adéquatement préparé. Elle décrit les premiers jours de la traversée avec une tendresse qui fait mal à lire. La lumière sur l'eau aux premières heures du matin, la façon dont il préparait le café et le lui apportait dans la couchette quand elle avait fait le quart de nuit, la qualité spécifique du silence au milieu de l'océan, loin de toute terre, qui ne ressemblait pas à de la solitude mais à la découverte d'un espace qui avait toujours existé et qu'ils avaient tous les deux trouvé ensemble. Ils étaient fiancés. Ils prévoyaient de se marier en arrivant. Ils avaient chargé l'avenir sur la traversée et la traversée le portait légèrement. Le fax météo ne montrait pas d'ouragan. Ce n'est pas de la négligence, les ouragans se développent. Ils émergent de conditions qui peuvent s'intensifier dans un océan si grand que les systèmes météorologiques peuvent naître et se renforcer à une échelle que la technologie de prévision de cette époque ne pouvait pas entièrement capturer. Ce que le fax montrait était une perturbation tropicale, quelque chose d'inquiétant mais de navigable, quelque chose qui les a envoyés sur un autre cap et qu'ils ont ajusté et qui a ensuite fait ce que les perturbations tropicales font parfois, se transformer en quelques heures en autre chose. L'autre chose était un ouragan de catégorie 5. Elle décrit l'arrivée de la tempête comme un changement dans la qualité de l'air avant que ce soit un changement dans le temps. Une pression. Un abaissement dans l'atmosphère que le corps enregistrait avant le baromètre. Et puis les vagues. Pas les vagues que le vent produit sur l'eau, mais les vagues qu'un ouragan de catégorie 5 produit. Des murs d'eau de 12 mètres qui se déplaçaient avec la force d'une puissance géologique, pas impressionnant d'une façon esthétique qu'on veut photographier, mais terrifiant d'une façon primitive qui pousse le système nerveux en dessous du niveau du langage et de la pensée et directement dans les vestiges de ce dont le système nerveux est fait. Ils se sont amarrés. Ils ont pris des précautions de sécurité. Ils ont fait tout ce que l'expérience et l'entraînement prescrivaient. Et puis une vague a frappé le bateau d'une façon dont les bateaux ne doivent pas être frappés. Et le bateau s'est retourné, et tout ce qui se trouvait à l'intérieur du bateau est devenu un projectile. Et elle se souvient de l'impact, et puis de rien. Elle s'est réveillée dans la cabine à moitié remplie d'eau,
et son nom dans la bouche. Le hublot tribord était cassé. Le mât était parti. Les deux, grand mât et mât de misaine, brisés sur le pont. Le moignon dans un chaos de gréements et de voiles et de débris qui pendaient à moitié dans l'eau, à moitié sur le pont. La radio était morte. Elle l'a vérifiée et elle était morte. Elle l'a vérifiée à nouveau, parce que les gens vérifient les choses encore quand le premier résultat est un qu'ils ne peuvent pas accepter. Le deuxième résultat était le même. La radio était morte. Elle a trouvé sa ligne de sécurité qui pendait dans l'eau, la ligne qui l'aurait attachée au bateau. Il n'y avait plus attaché à elle ce qu'il aurait dû y avoir attaché. Elle a tenu l'extrémité de la ligne et a regardé l'eau vide, et son esprit a fait quelque chose que l'esprit fait quand l'information qu'il doit traiter est si grande que le traitement normal est insuffisant. Il l'a d'abord encadrée en petites portions gérables. La ligne pend. Il y est normalement attaché. Il n'y est pas maintenant. Il n'est pas attaché. Il s'est détaché. Il est quelque part sur l'eau. Elle doit le trouver. Elle doit l'appeler. Elle doit... Il était parti. La vague qui avait retourné le bateau lui avait aussi arraché la ligne, ou la ligne s'était rompue, ou il s'était détaché d'une autre façon qu'elle ne déterminerait jamais et que la physique et l'océanologie ne peuvent pas entièrement expliquer. Et il était entré dans l'ouragan, et l'ouragan l'avait pris, et l'ouragan était maintenant parti, laissant le calme miroir que les grandes tempêtes laissent parfois, un océan qui avait agi et avait terminé, et n'avait plus rien à révéler sur ce qu'il avait pris. Elle s'est assise sur le plancher inondé de la cabine avec la ligne vide dans la main pendant une période de temps qu'elle ne peut pas mesurer. Le cri avait cessé non pas parce que la raison avait cessé d'exister, mais parce que le corps a des limites physiques, et le cri en avait atteint une. Ce qui a suivi n'était pas un silence de paix, mais le silence d'une désorientation complète, d'un esprit qui cherchait un point de référence et n'en trouvait pas. Parce que le point de référence primaire de la vie, la personne autour de laquelle on a organisé son existence, la personne autour de laquelle l'avenir était planifié, venait simplement d'être retirée du cadre de ce qui est accessible. Elle s'est levée. C'est le moment de son récit sur lequel je reviens sans cesse. Pas l'arrivée de la tempête, pas la survie du chavirage, pas les 41 jours qui ont suivi. Le fait de se lever. La décision contenue dans ce geste, qui n'a pas pu se sentir comme une décision, parce que les décisions nécessitent de la capacité et qu'elle n'en avait plus, mais qui en était une, que le corps a prise pour l'esprit, parce que l'esprit était occupé. Elle a vérifié les dommages en premier. Elle l'a fait systématiquement parce qu'elle était marin et que la systématique était intégrée. Le bateau retenait l'eau. C'était d'abord le plus important. Elle a pompé la cale. Elle a vérifié la coque sous-marine du mieux qu'elle pouvait, et elle tenait, l'intégrité structurelle de la coque intacte, si ce n'est tout le reste. Les mâts étaient partis, la radio était morte, le moteur était noyé. Mais la coque tenait, et une coque qui tient, c'est un bateau. Et un bateau, c'est une plateforme depuis laquelle on peut se déplacer, et le déplacement était ce dont elle avait besoin, parce que l'immobilité fermait des options, et le mouvement les gardait ouvertes. Elle a inventorié la nourriture. Elle décrit ce processus comme le moment le plus froid de ces 41 jours. Plus froid que la pire nuit, plus froid que la pire hallucination, plus froid que le jour où elle a pensé que le bateau allait couler. Le froid du dénombrement. Compter les boîtes de conserve qui flottaient dans l'eau sale de la cabine. Identifier l'eau potable qui était encore scellée et l'eau potable qui ne l'était pas. Faire les calculs qui ont suivi. Si je mange une boîte par jour et que je rationne autant de litres d'eau, je peux survivre autant de jours. L'ouragan l'avait entraîné sur une certaine position. Hawaï était à environ 1000 milles nautiques dans la direction que le compas lui donnait. À la vitesse d'un voilier endommagé sans mât, avec un gréement de fortune fait de ce qui restait des voiles, 1000 milles nautiques signifiaient... L'arithmétique fonctionnait, mais à peine. Elle a travaillé sur le gréement de fortune. Elle a choisi le genre de travail qu'elle pouvait choisir, pas par optimisme, mais parce que ses mains devaient faire quelque chose, et c'était la chose la plus utile que ses mains pouvaient faire. Elle a pris ce qui restait du foc et improvisé une petite configuration de voile de secours sur ce qui restait des moignons de mât, assez pour donner au vent quelque chose pour pousser le bateau en avant, pas efficacement, pas de façon contrôlée, mais en mouvement.
un dériveur plutôt qu'un voilier, mais en mouvement. Le sextant avait survécu à la tempête. Utiliser un sextant pour naviguer nécessite des calculs qui exigent des tables et une pensée claire, et assez de soleil pour faire des mesures angulaires vers les corps célestes, et un esprit assez clair pour exécuter les mathématiques de façon fiable. Elle avait tout cela, la plupart du temps, dans des degrés variables selon les jours, et elle a navigué. Elle décrit la navigation comme le seul moment de chaque journée où son esprit était entièrement occupé, entièrement présent dans l'instant, distrait ni par ce qui avait été, ni par ce qui pourrait être. Les mathématiques l'absorbaient entièrement. C'était une grâce. Les autres moments étaient moins cléments. Il est venu la nuit en premier. Pas comme un rêve parce qu'elle ne dormait pas vraiment, dormait en courtes périodes agitées qui comptaient à peine comme du sommeil. Il est venu comme une voix, sa voix spécifique, pas une voix générique qui lui ressemblait, mais la qualité acoustique exacte de sa voix qu'elle avait dans sa mémoire depuis des années, la façon dont il parlait quand il était heureux, la façon dont il appelait quand il lui montrait quelque chose depuis le mât. Et puis il est venu comme une silhouette, sur le pont. Elle l'a vu sur le pont. Elle savait qu'il n'était pas là. C'est important à comprendre. Elle le savait. Elle savait que le cerveau construit ce dont il a besoin à partir de ce qu'il a, que la privation de sommeil et le stress et le deuil et la déshydratation peuvent produire des perceptions qui ne correspondent pas à la réalité. Elle savait tout cela et le voyait quand même. Elle le voyait et l'entendait, et c'était pendant la durée de la vision plus réelle que les planches sous ses pieds et le ciel au-dessus de sa tête. Et quand ça se terminait, quand il cessait d'être, ce n'était pas du soulagement, c'était une deuxième perte à chaque fois. Le soleil était constant. Les gens qui n'ont jamais été sur l'océan ouvert pensent au soleil comme à quelque chose d'agréable, quelque chose qui donne de la chaleur et montre le chemin. Le soleil sur l'océan ouvert sans ombre et avec une peau déjà crevassée par le sel et le vent est une catégorie différente d'expérience. Elle décrit le soleil comme un autre antagoniste, quelque chose qui travaillait activement sur elle, faisant craquer ses lèvres, faisant peler la peau de ses épaules, produisant une déshydratation que l'eau rationnée ne pouvait que ralentir et non arrêter. Elle a construit un abri rudimentaire avec une voile et s'y est assise quand le soleil était au pire, ce qui signifiait ne pas naviguer quand le soleil était le meilleur pour la navigation, ce qui était un compromis qui ne contenait pas de bonnes options. Les requins sont venus le 3e jour. Elle les décrit avec l'attention spécifique de quelqu'un qui s'est forcé à les traiter comme des faits plutôt que comme des symboles, parce que les symboles sont trop lourds dans les conditions dans lesquelles elle vivait. C'étaient des requins, ils tournaient autour du bateau. C'est une chose que les requins font quand le bateau produit des sons ou des odeurs qui indiquent du matériel biologique, ce qu'un bateau endommagé sur l'océan ouvert produit. Ils n'étaient pas romantiques et ils n'étaient pas malveillants. C'étaient des animaux faisant ce que leur biologie prescrivait. Elle a vérifié les raccords extérieurs. Elle a fait ce qu'elle pouvait pour minimiser le sang ou les déchets qui passaient par-dessus bord. Et elle a appris l'indifférence spécifique qu'on doit développer quand les choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle sont constamment présentes. La faim est devenue différente dans les 2 deuxièmes semaines. La faim initiale est aiguë. C'est un signal que le corps envoie, et le corps arrête d'envoyer le signal quand il comprend que le signal ne sera pas satisfait, et à sa place s'installe quelque chose de plus sourd, une faiblesse générale qui ne ressemble pas à de la faim, mais à une diminution, une réduction de l'énergie disponible en dessous du niveau que les opérations normales exigent. Elle décrit la marche comme devenant plus lourde, pas lourde fatiguée, mais lourde vide, comme un moteur qui tourne en réserve qui n'a pas de réserve. Elle a mangé ses conserves selon le calendrier. Elle ne s'est permis aucune déviation. Elle a écrit les jours sur la paroi de la cabine avec un stylo qui devenait progressivement plus faible, et puis cessait d'écrire, et elle a gravé les derniers jours. Il n'est pas venu à elle le 21e jour. Elle était assise sur le pont regardant les étoiles, et il n'est pas venu, et elle a pleuré pour la première fois depuis les premiers jours. Pas le refus incontrôlé du premier jour, quelque chose de plus calme et de plus permanent, les pleurs de quelqu'un qui a commencé à comprendre que ce qui a été perdu est perdu de façon permanente,
que l'attente de son retour, même sous la forme de voix et de silhouettes, était quelque chose qu'elle devait lâcher. Elle ne sait pas pourquoi le 21e jour était celui-là. Elle ne sait pas ce qui, entre le 20e et le 21e jour, a produit ce changement. Elle suppose que l'esprit a ses propres calendriers pour quand il est prêt à traiter certains faits et qu'il tient ce calendrier indépendamment de ce que le corps endure. Elle a continué à naviguer. C'est la chose sur laquelle je veux attirer votre attention parce que je pense que c'est ce qui fait de cette histoire autre chose qu'un récit de survie, quelque chose avec plus de poids. Elle a continué à naviguer. Pas parce que la vie vaut toujours la peine d'être vécue dans les moments les plus sombres, et pas parce que l'espoir est une ressource inépuisable, mais parce que le corps a une ressource qui va plus profond que l'espoir, qui va plus profond que la volonté, qui va plus profond que le caractère. Une ressource qui, quand elle est appelée, répond simplement sans demander la raison. Et la ressource disait continuer, et elle a continué. Le 36e jour, l'eau potable a commencé à s'épuiser sérieusement. Elle avait rationné. Elle avait rationné strictement, avec la précision mathématique de quelqu'un qui comprend que l'arithmétique de survie n'a aucune tolérance pour la comptabilité émotionnelle. Mais 36 jours, c'est long, et un corps humain consomme de l'eau, et l'océan autour d'elle était de l'eau salée, ce qui signifiait 1 million de litres d'eau utilisable dans chaque direction tant qu'elle ne pouvait pas la boire. Et du petit stock, ce qui restait, restait. Il a plu le 38e jour. Elle a collecté l'eau de pluie dans tout ce qui pouvait la tenir. Ce n'était pas de la chance au sens du destin qui la favorise. C'était la statistique d'un océan qui pleut assez fréquemment pour que 38 jours en contiennent assez de pluie pour sauver la comptabilité de ses réserves. Le 41e jour, elle a vu la terre. Elle décrit ne pas y croire d'abord. Pas d'une façon dramatique, pas d'une façon sentimentale, d'une façon tout à fait pragmatique, spécifique, qui dit que son cerveau, après 41 jours d'expérience à voir des choses qui n'étaient pas là, avait appris à traiter les nouvelles informations visuelles avec scepticisme. Elle a vérifié. Elle a regardé ailleurs et regardé à nouveau. La Terre était toujours là. La Terre était Hawaï et le navire était un cargo qui a vu ses signaux de détresse qu'elle tirait avec le reste de ses fusées éclairantes, et le navire a changé de cap et est venu à elle. Elle rapporte le sauvetage avec la même sobriété qu'elle utilise pour tout le reste. Elle ne décrit pas les pleurs, bien qu'elle ait probablement pleuré. Elle ne décrit pas le soulagement, bien que le soulagement ait dû être réel. Ce qu'elle décrit, c'est la sensation des mains d'autres personnes qui l'aidaient à monter à bord, la sensation spécifique de mains qui aidaient après 41 jours sans que les mains de quelqu'un d'autre que les siennes tiennent ou soutiennent ou aident quoi que ce soit, et commence à ressembler à quelque chose qui dépasse le vocabulaire de ce que les sensations nomment normalement. Elle avait été seule sur le Pacifique pendant 41 jours. Elle avait navigué avec un cœur brisé et un bateau endommagé et une commotion cérébrale, et sans mât, et sans radio, et sans moteur. Elle l'avait perdu. Rien dans cette histoire n'annule cela. Elle l'avait perdu, et aucune survie, et aucune force, et aucun nombre de jours parcourus ne l'efface. Elle ne l'a pas ramené. Elle ne pouvait pas le ramener. Elle a continué à vivre d'une façon qui a changé pour toujours certaines formes du continuer, et ce n'est pas la même chose qu'une histoire qui se termine par la rédemption, et je refuse de la traiter comme telle. Ce que je dirais, c'est ceci. Elle a navigué 3000 kilomètres d'océan sur un bateau détruit avec un cœur brisé. Elle l'a fait non pas parce que la vie était facile, ou parce que l'espoir était suffisant, ou parce qu'elle possédait une sorte de force surnaturelle que la plupart des gens n'ont pas. Elle l'a fait parce que quelque chose en elle, plus profond que le deuil, et plus profond que la perte, et plus profond que l'épuisement que 41 jours produisent, a simplement continué. Et je crois que ce qui en elle a continué est en vous aussi. Je ne sais pas à quelle profondeur vous devriez creuser pour le trouver. J'espère que vous ne le trouvez jamais dans les conditions dans lesquelles elle l'a trouvé. Mais je crois qu'il est là. C'est The Human Limit. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous auriez pensé dans cette cabine, vous réveillant dans l'eau salée, tenant la ligne vide dans la main. Dites-moi si se lever vous aurait semblé évident,
ou si ça aurait été autre chose. Je lis chaque commentaire. Je reviendrai avec une autre histoire depuis l'endroit où les êtres humains découvrent quelle est la limite ultime de ce qu'ils peuvent endurer et continuer quand même. Une partie d'elle est pour toujours dans cet océan. Ce n'est pas une métaphore, c'est ce qu'elle dit. L'homme qu'elle aimait est là. La personne qu'elle était quand elle a pris la mer est là. Ce qui est sorti de l'océan était quelque chose d'autre, pas moins, pas plus, mais différent, changé d'une façon dont on est changé par quelque chose de fondamental. L'océan l'a rendu, il ne l'a pas rendu. Et elle vit avec cette inégalité chaque jour, et elle navigue, et elle retourne sur l'eau, et l'océan est toujours là, et elle est toujours là, et la distance entre ces deux faits est là où l'histoire vit.